Bonjour, dans cette première vidéo, je voudrais partager mes impressions, les pensées qui ont venu de ma tête lors de la lecture d'un livre sur les bégaiements. En fait, je voudrais déjà lire ce livre, ça fait longtemps, mais seulement après parler avec un ami anglais que j'ai vraiment pris la décision de l'acheter et de les lire. Et alors, pourquoi pas partager mes impressions ici en vidéo, et voilà. euh, Comme ça, plus de gens peuvent peut-être potentiellement en profiter. Alors, déjà, le nom du livre est Stammering Pride and Prejudice, Difference Not Defect. Alors, orgueil, bègue et préjugement et préjugés, différence, pas de défauts. Alors, les auteurs sont Patrick Campbell, Christopher Constantino et Sam Simpson. Les livres coûtent environ 10 euros. Vous pouvez l'acheter sous la forme ciphérique sur Amazon. Même si je préfère la forme physique, mais là, la forme ciphérique, c'est plus facile à transporter. Et voilà, c'est à plus bon marché. Et on n'a pas même besoin d'avoir l'application, pardon, les Kindle pour lire, parce que sur les sites même, il y a un programme par lequel on peut lire en ligne. Alors, c'est assez convenant. Alors, le premier chapitre, il s'appelle En introduction au bégaiement et la théorie de la discapacité ou de l'handicap, euh, décalage de les signifier. Voilà, déjà, j'ai bien aimé les titres. Décalage du signifié, je trouve ça un petit peu psychanalytique, hein, et comme j'aime bien la psychanalyse, j'ai trouvé ça intéressant. Et au fil du texte, je trouve que vraiment l'auteur a eu des, insights très psychanalytiques. Euh, je trouve aussi qu'il le choix de commencer les livres par ce genre de discussion, c'était très intelligent, même si ça donnait un l'air un petit peu trop chargé du point de vue théorique. Déjà au principe du livre, mais je trouve que c'était important parce qu'il y a tellement beaucoup de conceptions mauvaises, erronées sur les bégaiements que commencer le livre par une base plus solide du point de vue théorique, je crois que c'était nécessaire. Alors, l'auteur discute euh, trois modèles du handicapé, de la discapacité, du handicap. Euh, les premières étant les modèles médicaux. Alors déjà, euh, alors déjà, il y a un autre modèle hein, qui était en première, qui était avant ça, c'était le modèle religieux. Mais là, il ne discute pas ça. C'est l'idée que l'handicap, c'est le résultat d'un péché ou sinon d'une punition divine. Mais aujourd'hui, plus souvent, les gens pensent selon cette modèle. Et c'est l'idée que l'handicap peut être localisé dans un corps spécifique, dans dans un corps individuel, et que ce sont aux médecins de les guérir, de faire une intervention si c'est nécessaire, de choisir si une intervention est nécessaire ou non. Historiquement, c'était ça. Euh, les corps, ils sont jugés étant normal ou anormal. Et ce jugement est basé sur euh, aussi sur une notion de statistique. Alors, les caractéristiques corporelles qui sont plus fréquentes dans la population sont vues comme normales, et ces caractéristiques qui sont pas si fréquentes, ils sont vus comme anormaux. Euh, et là, l'auteur pose la question, mais moi, j'ai les cheveux rouges, euh, et j'ai bégué. Les deux caractéristiques sont présentes à peu près à 1% dans la population,
mais seulement une est considérée comme indésirable, l'autre, on peut dire neutre ou sinon même désirable, alors il y a un jugement, cette choix sur, ok, cette caractéristique est indésirable, cette caractéristique est désirable, c'est pas si neutre que ça, il y a un jugement des choix, il y a un jugement, il y a un, et ça c'est basé sur une conception sociale. Alors, euh, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est où est-ce que couchent les limites, euh, voilà, les limites du ce qui est acceptable ou non. Est-ce que c'est à 1%? Est-ce que c'est à 5%? Est-ce que c'est, je sais pas. Alors, aussi, c'est pas si neutre que ça. Et l'auteur cite l'exemple de l'homosexualité qui était considérée comme une maladie. Ça fait quelques années, 30 ans, 30 ans par exemple. Je crois que c'était dans les années 70 aux États-Unis que l'homosexualité n'était pas vue non plus comme une maladie, si je ne me trompe pas. Mais le point ici, c'est que il avait ce changement d'opinion, d'avis, seulement il ne s'était pas basé sur une opinion scientifique, mais sur, même si c'était montré comme scientifique, mais en fait, la racine de ça, c'était les préjugés personnels les scientifiques même, parce que eux, ils ne sont pas euh, immunes aux influences culturelles. Voilà, il a c'est une chose, parce que même si la culture, même si la science, hein, il a comme cible la neutralité, je trouve que ça doit être à peu près comme ça, dans le sens qu'ils ils doivent utiliser les raisonnements pour trouver des réponses, mais on ne peut pas être naïf au point de croire que les sujets qui font la science, et ils peuvent avoir d'influence, et ça c'est un bon exemple, ça pourrait être autrement, parce que, par exemple, dans la culture Navajo, par exemple, ou sinon pour les Bugis en Indonésie, le, euh, les comportements pas hétérosexuels étaient pas, ils n'avaient pas de jugement sur ça, et des fois étaient même vus comme quelque chose de positif. Par exemple, les Navajos, quand ils voient les gens avec des esprits, selon eux, euh, c'est qu'ils sont des bons chamans et des choses comme ça. Bon, euh, là, je voudrais seulement montrer comment est-ce que euh, ça m'a fait penser sur ce genre de discussion. L'auteur cite seulement sur les exemples d'homosexualité, mais je crois que c'est un bon exemple dont on peut s'approfondir. Et même la langue française, hein, il y a le R, j'ai pensé sur ça aussi. Le R, en français, c'est gutturel, c'est prononcé sur la ivule, non? Sur cette petite R qui est là. Mais le français étant une langue latine, comme tous les autres langues latines, ah, une mouche, comme tous les autres langues latines, euh, il était prononcé avec les R. Les R en français, c'était prononcé comme les RA, hein, comme comme en italien, comme en portugais, comme en espagnol. Alors, dans cette région. Mais là, si je ne me trompe pas, dans les 17e siècle, dans les 18e siècle, ça a changé à cette prononciation culturelle. Personne ne sait pas précisément pourquoi, mais probablement c'était quelqu'un qui parlait comme ça, et les gens ont commencé à imiter quelque chose comme ça. Et ça montre comment, à mon avis, quelque chose qui peut être considéré comme quelque chose qui n'est pas normal, on peut dire, a commencé à être considéré comme normal. Je dis ça parce qu'en portugais, il y a des individus qui n'arrivent pas à prononcer les R, ça, ra, dans cette région de la bouche, mais plutôt culturellement, euh, c'est un pourcentage très bas, hein, peut-être 1%, je ne sais pas, je n'ai jamais vu les statistiques, mais des fois on trouve des individus qui parlent comme ça, et c'est plutôt vu comme, voilà, comme un défaut hein, de la prononciation. Je me doute qu'une personne qui travaille à la télévision, par exemple dans les journaux, ils étaient acceptés s'ils prennent, ils ont ce genre de prononciation. Probablement, ils étaient recommandés d'aller sur les traitements orthophoniques. Et finalement, une autre chose
qui cette chose m'a fait penser, c'était sur la question des sourds. Au Brésil, j'ai eu beaucoup d'amis sourds. Euh, et pour eux, euh, et pour eux la sourdité, être sourd n'est pas quelque chose forcément négatif. En fait, c'était au contraire. Ils avaient orgueil d'être sourds. Être sourd pour eux, c'est seulement une caractéristique personnelle. Il y a des gens qui sont hauts, il y a des gens qui sont grosses. Il y a des gens qui sont sourds. Et, et voilà, je trouve que ça peut nous faire penser beaucoup sur comment est-ce qu'on voit les bégaiements, comment est-ce qu'on interprète les bégaiements, parce que finalement, je trouve qu'il y a tout, je trouve que ce genre de discussion nous offre une possibilité de repenser les bégaiements dans un autre modèle. Mais voilà, ça va être les thèmes de la prochaine, de les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour si vous avez resté jusqu'ici et jusqu'à la prochaine vidéo.